Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites bien de regarder la télévision africaine, Camdis, qui est désormais sur le bouquet Canal Sat, Canal 311. Et en exclusivité ce soir, nous recevons le gouverneur de la région du Littoral. Je voulais dire la première personnalité de la région du Littoral. Mais avant de vous présenter notre invité, allons d'abord à la rédaction centrale sur ensemble ce reportage. Retour sur ce plateau avec notre invité, le gouverneur de la région du Littoral. Vous êtes gouverneur dans la région du Littoral depuis le 23 octobre 2015, si mes souvenirs sont bons. Et vous venez de fêter votre 7e anniversaire à la tête de cette région. Nous souhaitons la bienvenue à ce plateau spécial où nous enregistrons cette émission en direct de la ville de Douala, au Crystal Palace Hotel qui nous a réservé ce cadre pour cet enregistrement. Merci. Vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes le gouverneur de la région du Littoral depuis le 23 octobre 2015, mais bien avant, vous étiez gouverneur dans les régions de l'Ouest et de l'Est. Et il faut dire que depuis que vous êtes dans la région du Littoral, cette région se porte relativement bien. On va parler ce soir de 4 points, la sécurité. On va parler de l'économie, puisque nous sommes dans une région économique. On va parler du social et on parlera du sport et de la culture à la fin de cette émission que nous tournons depuis la ville de Douala. Et parlant de la sécurité, monsieur le gouverneur de la région du Littoral, ces derniers mois, nous avons constaté des braquages à ciel ouvert dans la ville de Douala qui ont même coûté la vie à un gendarme. Comment expliquez-vous cela, cette situation qui crée une peur au sein de la population? Je vous remercie de me passer la parole sur ce plateau et déjà féliciter que Camdis puisse avoir à faire un clin d'œil dans la région du Littoral en général et puis la ville de Douala qui n'est pas une ville pas très facile. S'agissant de volet sécuritaire, je voudrais plutôt dire que la situation est sous bon contrôle de nos forces de l'ordre. C'est une métropole qui compte plus de 4 millions d'habitants. Et comme telle, il n'y a pas une métropole au monde qui puisse connaître une accalmie totale en matière d'insécurité. Cependant, je voudrais dire que nous ne sommes nullement débordés. Le cas que vous venez de citer remonte à plus de 5 ou 6 semaines. Donc, nous pouvons rassurer nos populations que la vigilance est de taille. Et je puis dire que la mort de ce gendarme, comme la mort d'autres citoyens civils dans la région du Littoral, ne reste pas sans réaction. Et pour le cas d'espèce, on a pu mettre la main sur un gant qui pratiquement ciblait nos citoyens au sortir des institutions bancaires. Cela a permis de mettre la main sur je pourrais dire même le noyau dur de ce gant. Et une fois qu'il a été interpellé, nous avons pu remonter, et les caméras de la ville aidant, à voir comment le mode opératoire au niveau, n'est-ce pas, de ces banques. Donc, ce monsieur est d'une nationalité pas camerounaise et je puis vous dire que depuis qu'il a été pris, pendant que la chasse à l'homme se faisait du côté de ses acolytes qui, n'est-ce pas, ont pris une direction d'un État voisin, nous avons noté que depuis la prise, la neutralisation de ce gant dans la ville de Douala, nous n'avons pas eu d'éclat, je vais dire, n'ont pas eu des exploits de ce genre qui se soient répétés. Nos forces travaillent avec beaucoup de minutie et je peux vous dire que ceux qui viennent faire du désordre à Douala, pour la plupart du temps, se retrouvent plutôt à Newbel. Donc, je peux vous rassurer que
notre ville est dans un calme relatif, un calme rassurant. Je peux, à titre d'exemple, noter que si dans une ville, les populations se lèvent pour faire la marche matinale dès 5 heures du matin sans être agressées, et même en journée, toutes nationalités confondues, c'est quand même dire que nos forces veillent et que ceux qui optent pour le grand banditisme agissent plutôt un peu par à-coups et ne peuvent pas se déployer comme ils entendent. Le volet sécuritaire est plutôt sous bon contrôle. Le volet sécuritaire est plutôt sous bon contrôle, mais il y a un autre aspect de l'insécurité qui a quand même fait bouger la ville de Douala il y a quelques semaines, le phénomène des microbes. On sait qu'il y a une résurgence de ce phénomène il y a quelques mois seulement. Où en est-on avec la réplique annoncée pour sécuriser les populations de leurs biens et autres? Je voudrais dire que notre métropole est quadrillée. Et sans publicité, nous organisons des opérations coup de poing en ciblant les zones criminogènes. Le phénomène des microbes, comme celui des braquages à ciel ouvert, je ne souhaite pas que les gens aient une idée très négative de cette ville. Pour moi, c'est des phénomènes qui sont très sporadiques et qui n'arrivent pas à s'implanter, comme qui dirait, dans des zones insécurisées. Les microbes, qu'est-ce que c'est? C'est un emprunt venant peut-être d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Les microbes là-bas sont des groupes organisés. À Douala, ce n'est pas des groupes organisés, c'est juste simplement des larcins qui, peut-être animés de l'envie d'extirper des biens ici et là, n'est-ce pas, spontanément, n'est-ce pas, se lèvent et vont faire cela. Mais je peux vous dire que dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, les autorités administratives ont des dispositions légales qui, n'est-ce pas, permettent de mettre au frais ceux qui s'aventurent en ce sens. Vous allez à la prison de Newbel, elle est bondée, n'est-ce pas, des gardes à vue administrative, n'est-ce pas, pour cas de grand banditisme, puisque certains ont eu à agir ici et là avec des machettes, soit des machettes, soit cela. Le dernier scoop, pour vous le dire, remonte à 3 semaines à peu près. Nous avons été signalés de la présence, n'est-ce pas, de ces groupes de malfaiteurs au PK 17 dans la zone où se trouvent beaucoup de nos étudiants. Et les étudiants ont été brutalisés. Nous n'avons pas baissé les bras. La réaction a été prompte. Et je puis vous dire que c'est un quartier sécurisé parce qu'on a eu à faire une bonne prise, n'est-ce pas, de bandits de ce côté-là. Les étudiants ont eu à nous envoyer des messages de remerciement sans publicité. Mais c'est un peu pour dire que lorsque nous sommes alertés, et c'est ce que nous voulons dire à nos populations, la clé de voûte, c'est l'information interactive. Donc quand vous avez des cas dans certains quartiers, la première des choses, le premier réflexe, c'est de donner l'information aux autorités et on réagit immédiatement pour rétablir l'ordre. Oui, monsieur le gouverneur, vous n'êtes pas seulement le gouverneur de la région de Douala, vous êtes le gouverneur de la région du littoral. Faisons un tour dans le département du Mungo, plus précisément dans l'arrondissement de Dibombari, où ces derniers jours, quand même, on a constaté des meurtres en série, viols, séquestration, agressions. Et qu'est-ce qui explique cette recrudescence de l'insécurité dans cette zone? Est-ce qu'on peut dire que les ambazoniens sont déjà à la porte de Douala? Moi, je dis ce n'est pas une question d'ambazoniens. Et même au niveau de ceux qui se disent dans l'Ambazonie, ce n'est pas... je veux dire que c'est des bandits tout simplement qui ont trouvé un terrain de foot maléfique. Donc, que vous soyez agressé à Limbe ou à Dibombari, pour moi, je dis c'est le banditisme tout simplement. Nos frères
du nord-ouest et du sud-ouest sont accueillis dans la région du littoral vraiment en toute convivialité. Et vous trouverez que nous n'avons pas à Douala des campements, n'est-ce pas, de déplacés et autres. Non, ils vivent dans les familles camerounaises. Vous avez une localité comme Bonaberi ou même Dibombari. C'est des familles qui, en matinée, se décident d'aller dans le sud-ouest peut-être pour faire telle activité et reviennent le soir et vice-versa. Donc, c'est les mêmes populations ici et là. Et je peux même vous faire la confidence que la plupart de ceux qui sont mal intentionnés, lorsqu'ils arrivent dans ces zones un peu de repli, ont toujours les consignes de leurs frères sur place que si vous êtes là, restez calme parce que si vous tenez à faire quelque chose, faire des grabuges, nous allons vous livrer. Et c'est pour cela qu'on a cette accalmie. Donc, pour revenir sur le cas de Dibombari, je dis tout simplement que au niveau des déplacés, ce n'est pas toujours des personnes de bonne moralité. Il y en a qui se déplacent volontairement parce qu'ils veulent tendre des guet-apens. Puisqu'on a constaté encore il y a 2 jours, on a trouvé un corps non identifié, toujours dans cette zone de la Dibombari, ce qui crée toujours, comme je disais tout à l'heure, une peur au sein de la population. Est-ce que vous avez renforcé Les mesures sont renforcées. Alors, les corps non identifiés dans la ville même de Douala, ça ne date pas des années 2020. Ça a toujours été comme cela. Vous avez certains quartiers dont je ne vais pas citer des noms, où vous trouvez des problèmes de crimes rituels au Cameroun ont existé bien avant que le Cameroun ne soit en crise. Donc ce n'est pas parce qu'on a une crise sécuritaire à gauche, à droite, que si on trouve, n'est-ce pas, des personnes violées, que c'est à cause de la crise sécuritaire qu'il y a viol. Non. Moi je pense que nous avons à développer une culture, n'est-ce pas, de l'acceptation de l'autre et surtout, comment dirais-je, mettre à nu ceux qui font mal chaque jour. Donc, quand vous êtes un mauvais élément, votre place n'est pas en société, votre place est ailleurs. Donc, on vous prend, on vous amène à la justice vous condamne et puis vous allez prendre vos quartiers dans une prison. Donc, ce n'est pas vraiment à cause de l'ambiance, de l'environnement que nous connaissons au Cameroun qu'on peut tout expliquer. Chaque agression, chaque assassinat parce qu'il y a crise. Non, moi je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment animées d'un esprit maléfique congénital. Il faut quand même dire qu'aux dernières nouvelles, d'après les informations qui venaient de nous parvenir tout à l'heure, ces criminels ont été appréhendés par vos forces de maintien de l'ordre. Il faut tirer un coup de chapeau à vos forces de maintien de l'ordre du côté du Mungo. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, parlant toujours de l'insécurité, on pointe du doigt l'éclairage public qui serait un problème, qui serait aussi l'une des causes des agressions. On va prendre le cas peut-être du tunnel de Ndokoti, le tunnel de l'aéroport qui n'est pas éclairé. Est-ce que quelque chose est prévu, surtout à cette fin d'année, par rapport à l'éclairage public dans la ville de Douala, pas seulement, mais dans la région du littoral en général? Moi, je voudrais plutôt prendre un cliché, celui d'avant la CAN. Vraiment, nous avions un souci d'éclairage public, mais le maire a pu faire beaucoup d'efforts en matière d'éclairage dans la ville de Douala. Donc, quelqu'un qui a été ici avant la période de la CAN et qui serait revenu ces derniers temps trouverait que... Non, ce n'était pas pour la CAN, puisque les mêmes ampoules sont là. On n'a pas démonté les ampoules. Donc, je peux simplement rappeler que les zones d'ombre sont signalées progressivement, n'est-ce pas, à la municipalité qui, n'est-ce pas, s'emploie à le faire. Vous êtes allé rapidement au niveau de l'éclairage, mais parlons aussi des nids de poules. Je crois que ceux qui arrivaient au niveau du marché des fleurs avaient toutes des difficultés de tourner à cause des gros camions qui, au lieu d'aller... Voilà, par exemple. Mais voilà, justement, si ce n'était pas arrangé,
Vous voyez que quand quelque chose est arrangé, on n'a pas l'humilité de rappeler que ça a été bien fait à tel endroit. Non, le rôle, c'est de dire ce qui n'est pas bien fait. Voilà, c'est pour cela que je dis, si nous nous limitons simplement à ce qui n'est pas bien fait, on aura l'impression que rien n'est fait dans l'ensemble. Non, la municipalité se bat, les entreprises adjudicataires arrivent, n'est-ce pas, à faire quelque chose, mais je pense le gouvernement, n'est-ce pas, tient à ce que la cité capitale économique puisse avoir une certaine fluidité qui arrange la plupart. Parlant de la municipalité, monsieur le gouverneur de la région du littoral, à côté de l'insécurité, c'est greffe le désordre urbain. Les bouchons sont le lot quotidien des Doualais. La police se sent-elle débordée ou alors c'est un manque d'effectifs? Nous avons constaté il y a quelques minutes seulement, en plein Douala, on n'a même pas vu une image d'un policier. Qu'en est-il? Est-ce que c'est un manque d'effectifs ou alors ils sont débordés? Non, citez-moi une seule ville au Cameroun qui a plus de 2 millions d'habitants et qui n'a pas de problème d'embouteillage. Une seule ville. Une seule ville. On parle de Douala. Là, non, en dehors de Douala, vous me citez une ville autre que Douala qui a au moins 2 millions d'habitants et qui n'a pas d'embouteillage. Oui, il y a un problème d'embouteillage, mais on parle maintenant de cette sécurisation des grands carrefours avec les forces de maintien de l'ordre qui parfois sont absents. Est-ce qu'ils sont débordés ou alors c'est le manque d'effectifs au niveau de la police ou de la gendarmerie? Les forces de l'ordre, c'est des hommes comme vous et moi, ce n'est pas des machines. Et au niveau de la ville de Douala, vous constaterez que le régional de la sûreté, n'est-ce pas, organise avec les commissaires centraux un certain quadrillage. Quand vous sortez de Bekoko pour entrer à Douala au niveau de la pénétrante ouest, vous trouvez que au moins à chaque carrefour, il y a 2 ou 3 éléments. Et je ne veux pas citer une cérémonie qui a été suivie par le monde entier où pour rendre les honneurs à une certaine personnalité, c'était hors du Cameroun, on a fait des piquets d'honneur, mais malgré qu'on ait fait des piquets d'honneur, on a quand même vu soit un gendarme, un élément, n'est-ce pas, s'écrouler. C'était du côté d'Angleterre. Alors, donc c'est pour dire que les forces de l'ordre, ce n'est pas des machines, c'est des hommes. Donc il peut arriver qu'à une certaine heure de la journée, avec le soleil qui frappe, si vous demandez à quelqu'un vraiment de tenir un carrefour des heures durant, bon, il arrive. Il y a manque d'effectifs alors? Il n'y a pas manque d'effectifs. Je dis même quand bien même vous aurez des effectifs, on a eu un effectif pour rendre les honneurs à la reine d'Angleterre. Est-ce que pendant que les effectifs étaient pléthoriques, il n'y a pas eu quelqu'un qui tombait? Donc, je prends cette caricature un peu pour dire que ne soyons pas aussi, comment dirais-je, aussi carrés dans l'appréciation. Ça doit être fait comme vous le dites. Mais vous savez, lorsqu'il y a des feux, les voitures s'arrêtent, les voitures passent. Et lorsqu'il y a également des policiers, les voitures s'arrêtent, les voitures passent. Mais il faut qu'un policier aille se mettre un peu à l'aise et immédiatement le bouchon est arrivé. Ce n'est pas pour les défendre, mais je dis que c'est des êtres humains. Il peut arriver qu'on ait des situations de ce genre. Mais il faut beaucoup les encourager. Et vous voyez, on a eu un policier au niveau de Ndokoti qui, il y a quelques années, voilà, Amot, qui, pendant qu'il faisait son bon travail, ce travail est plutôt devenu le cinéma et c'est tout le monde qui s'arrêtait. Au lieu qu'il y ait la fluidité, c'était plutôt des gens qui venaient s'agglutiner. Mais non, ce n'est pas ce que je veux dire. Nous voulons dire que les policiers font leur travail, mais il faut amener, n'est-ce pas, les responsables qui les encadrent à avoir toujours le réflexe de réagir. C'est pour cela que je dis à Douala, l'information est importante. Vous voyez, tout à l'heure, lorsqu'on a été embouteillé, je n'avais pas à portée de main mon portable, sinon j'appelais le responsable de police qui, quelques secondes après, allait faire venir un élément. Mais
c'est pas tout le monde qui aura toujours un portable pour le faire. Nous n'avons rien contre la police camerounaise, surtout qui nous soutient, qui nous accompagne, qui nous protège au quotidien. Nous disons bonsoir au délégué régional de la sûreté pour le littoral, le commissaire divisionnaire et Sogo. Est-ce que quelque chose est prévu ou alors on peut considérer comme un rétro-pédalage avec la libération des trottoirs et la lutte contre le désordre urbain? Est-ce qu'on a constaté que ce n'est pas ce qui a été fait il y a environ 2 mois? Aujourd'hui, c'est un calme total. Est-ce que cette lutte va continuer? La lutte va continuer. C'est un peu comme les vagues de la mer au niveau de la plage. Vous savez, à un certain moment, la vague peut passer et elle revient. Mais nous voulons aussi dire une fois de plus que c'est une tâche ardue et nous devons tout de même encourager la municipalité à le faire. La police municipale, aux côtés, n'est-ce pas, de la police nationale, appuie cette tâche et je crois le travail continue. Et je veux même dire que parfois, de manière stratégique aussi, on peut donner l'impression que les éléments ne sont pas là et le jour où ils arrivent, ils font un bon nettoyage. Or, s'il faut toujours signaler que, attention, ils arrivent, ce serait un peu comme dans une certaine ville où on avait les Awara, où chacun était obligé de tenir ses bagages en main. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, pour sortir de ce premier aspect de sécuritaire, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous, en tant que gouverneur de la région du littoral et vos collaborateurs, vous avez prévu quand on sait que nous entrons dans en moins de 48 heures seulement, à une phase finale de la Coupe du Monde, le Cameroun qui est qualifié pour ce mondial. Nous allons revenir vers la fin de cet entretien. Et qu'est-ce qui est prévu pour la sécurité des personnes et des biens à la veille de la Coupe du Monde et à la veille des fêtes de fin d'année dans la région du littoral? Les réunions de sécurité de l'état-major que nous tenons tous les lundis, n'est-ce pas, visent effectivement à anticiper quant aux mesures à prendre à l'occasion des événements comme ceux de la Coupe du Monde. Et je peux dire que toutes nos forces sont mobilisées pour ce faire. Nous l'avons fait avec le CHAN, nous l'avons fait également avec la CAN et pourquoi pas la Coupe du Monde. Alors, je peux dire que la mission sera un peu plus facilitée avec la Coupe du Monde qu'avec la CAN que nous organisions sur place. Parce que sur place, il fallait encadrer les équipes pour les amener vers le stade, il fallait tenir les axes par lesquels ces équipes passent, il fallait tenir les stades eux-mêmes, il fallait tenir les quartiers. Mais aujourd'hui, nous n'avons personne à transporter. Nous avons plutôt à faire de la vigilance au niveau, n'est-ce pas, des espaces qui rassembleront ceux qui veulent suivre des matchs de manière collective. Donc, nous prenons des mesures et nous quadrillons la région du littoral de manière à ce que rien ne puisse échapper à notre vigilance. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam10 Télévision. Nous tournons cette émission depuis la ville de Douala, capitale économique camerounaise, où nous recevons ce jour le gouverneur de la région du littoral, la première personnalité de cette région. Avant d'entamer et de prendre la deuxième partie de cette émission, allons d'abord à la régie retrouver nos techniciens pour une petite partie de publicité. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Samuel Dieudonné Ivaha Dubois. Il est la première personnalité de la région du littoral. Il est notre invité ce soir. En deuxième partie, nous avons dit, nous allons parler de l'économie. Nous sommes dans la région du littoral, dans la ville de Douala, capitale économique camerounaise. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, plusieurs entreprises s'implantent dans la zone portière. On voit l'extension du port de Douala, mais les taux de chômage restent constants. Comment expliquez-vous cela quand on constate que les sociétés s'installent, mais le développement ne suit pas? Ensemble, puisque nous ne vivons pas en vase clos.
notre économie a connu un essor avec toutes les mesures et dispositions prises par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Mais nous voulons dire que nous avons ressenti les secousses d'un certain nombre de crises. D'abord, vous avez la crise sécuritaire qui touche certaines parties de notre pays et qui ont des répercussions au niveau de la région du littoral. Vous pouvez le ressentir avec ce que nous avions comme trafic avec le corridor Douala-N'Djamena ou Douala-Bangui. Le nombre de camions qui montaient à partir du port de Douala était assez, je veux dire, témoignait d'une certaine activité forte. Mais une fois que cette crise est arrivée, nous avons ressenti, n'est-ce pas, une baisse d'activité. Deuxièmement, la période Covid-19 en 2020. Alors, beaucoup de ces entreprises ont mis la clé sur le paillasson, surtout en matière pétrolière, quelques-unes que je ne voudrais pas citer ici, étaient obligées de mettre en congé technique beaucoup de leur personnel. Et ce qui fait que, combinant aussi le phénomène, n'est-ce pas, des déplacés qui viennent à la recherche de l'emploi, l'entreprise en elle-même, en interne, a du mal à se tenir. Et combien de fois demander qu'il y ait encore un afflux en personnel, ce qui n'est pas du tout évident. Ça explique un peu le fait que nous ayons donc plus de demandeurs d'emploi que ceux qui sont en état de service. Donc, nous voulons dire que tout de même, le chef de l'État a rendu notre économie par les sectoriels différentes résiliente pendant ces périodes difficiles. Vous voyez que si d'aventure il avait décidé, comme dans certains pays, de nous mettre tous en quarantaine pendant la période Covid, je crois que nous ne serions pas en train de parler là aujourd'hui. Donc, il a plutôt pris l'option de pouvoir lutter contre cette pandémie, mais en travaillant. Alors, tous ces éléments combinés ne pouvaient pas rendre reluisante notre économie. Oui, nous constatons, je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur le gouverneur, les entreprises ne font que s'installer. Récemment, nous avons vu dans la ville de Déa, département de la Sanaga-Maritime, une société marocaine qui est en train de s'installer et on annonce plus de 3000 emplois directs de ce côté. C'est bien beau, des emplois, mais le développement derrière ça ne suit pas dans ces villes. Est-ce qu'il y a un plan par rapport à ces entreprises qui s'installent dans la région du littoral, pas seulement dans la ville de Douala? Oui, moi je dis que le gouvernement de la République, n'est-ce pas, organise depuis quelques années des business forums dans cette ville pour pouvoir prendre la température de ses besoins et puis canaliser les entreprises vers des secteurs, n'est-ce pas, porteurs soit d'emploi, mais également qui puissent apporter une plus-value dans le niveau macroéconomique. Alors, je note quand même que notre tissu économique, tissu industriel et autres est attractif. Si ces entreprises arrivent, c'est simplement parce que les potentialités sont là et permettent que les uns et les autres s'investissent. Mais je suis un peu dubitatif lorsque on avance des chiffres de 3000, de 1800 ou de ceci ou de cela. Sur le terrain, ce n'est pas toujours évident. Et puis, parfois, il peut arriver que quand une entreprise le fait, c'est aussi une forme de marketing.
Mais la réalité est que pendant que ces entreprises absorbent le personnel, 2, 3 mois, c'est l'euphorie, c'est tout le monde qui est content. Mais vers le 5e mois, on commence à dire, écoutez, attendez un peu, nous n'avons pas pu réaliser certains bénéfices, alors le salaire doit être... Alors, moi je dis, il ne faudrait pas être rêveur dans ces secteurs. La crise économique est réelle et l'État, n'est-ce pas, se déploie à encadrer ces entreprises et la population pour que cette résilience nous conduise plutôt vers des débouchés qui permettent l'auto-emploi. Donc, la région du littoral en général et Douala en particulier ont un rôle central à pouvoir jouer dans cette résilience, mais également à trouver des pistes qui permettent d'aller plus vite en économie, en essor, n'est-ce pas, de développement économique. Le coût de la vie devient de plus en plus très cher, je ne dirais même pas cher, très cher. Vous parlerez certainement de l'inflation généralisée. Qu'est-ce qui explique cela? Pourtant, nous sommes dans la capitale économique où on est censé avoir quand même le coût de la vie qui devait être un peu moins réduit que des autres villes. Mais qu'est-ce qui explique ce coût de la vie qui devient de plus en plus cher, surtout dans notre région? Moi, je pense que c'est un état d'esprit des Camerounais eux-mêmes. Vous voyez, lorsque on a, par exemple, une crise énergétique, quel que soit le secteur, à partir du moment où on va dire à quelqu'un, voilà, l'État consent des sacrifices, par exemple en matière pétrolière. Dans nos stations d'essence, on a vu que la pression, même internationale, est telle qu'il faut à tout prix hausser les prix du carburant à la pompe et autres. Mais le chef d'État, lui, décide de pouvoir subventionner. Alors, maintenant, si on lâche du lest à ce niveau, le prix du pain, qu'on a vu ce que ça a eu à donner, voilà. Donc, pendant que on décide d'ajouter 500 francs de plus, un coût de 500 de plus sur un prix fixe. Alors, la tendance, c'est quoi? C'est que le commerçant veut nécessairement récupérer ce qu'il est en train d'acheter plus cher. Et immédiatement, son macabo qui vendait à 400 francs, il va dire que non, comme tel vend ceci, il faut que je... C'est ça qui explique la flambée des prix Moi, je pense que c'est un peu cela. C'est un peu cela, puisque si, par exemple, vous avez un pouvoir d'achat limité, vous devez louer, par exemple, une maison, vous devez nourrir vos enfants, vous devez envoyer vos enfants à l'école, vous devez faire ceci, cela. Si brutalement on vient vous dire que le gaz qui coûtait 6500 est passé à un prix X, alors qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes en train de produire du tapioca, vous allez dire, mais pendant que je dois acheter du gaz, il faut que je vende mon tapioca. Et vous n'allez pas vendre le tapioca à un prix inférieur. Mais on vous dira que non, la crise ukrainienne n'influence pas le tapioca. C'est bien beau. Mais je dis, ce n'est pas toujours évident au niveau de la population. Oui, mais monsieur le gouverneur, les populations ont ce problème. Je vais parler peut-être de cette huile végétale, pour ne pas faire la publicité de cette huile végétale qui est produite ici au niveau de Bonabéry. Et ce que les populations ne comprennent pas, qu'est-ce qui explique cette hausse des prix de ces produits que nous produisons, que nous-mêmes ici, et qui sont fabriqués au Cameroun, parfois à Douala, mais les prix sont passés du simple au double. Qu'est-ce qui explique? La Covid, on a constaté que il n'y a plus, les frontières ne sont plus fermées comme avant, mais de jour au lendemain, les prix ne font qu'augmenter
et quand on sait que le panier de la ménagère, au lieu de diminuer, une fois qu'augmenter, les salaires n'augmentent pas chez des fonctionnaires. Comment vous expliquez cela? Non, c'est un cercle un peu vicieux. Mais vous savez, l'État est là pour réguler. Bon, le ministre de Commerce, lorsqu'il fixe une barre et que vous voulez aller plus haut, ben, vous serez simplement frappé. Donc, les prix sont homologués pour gérer une certaine crise. Donc, c'est une sectorielle gouvernementale, le ministère du Commerce, qui arrive face à cette situation, n'est-ce pas, à fixer les prix. Vous ne partez pas au marché, monsieur le gouverneur. Si on vous demandait, est-ce que vous connaissez combien coûte une bouteille d'huile Non, c'est sûr, vous ne partez pas au marché. Mais si on vous demandait combien coûte une bouteille d'huile, et moi je connais un peu le prix, il est à 1650 aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que c'est le prix homologué par le ministère du Commerce. C'est quand même un peu dérangeant au niveau de... J'étais en train de répondre un peu à la première question que vous me posiez, que qu'est-ce qui peut expliquer. Je suis en train de dire que si il y a des dérives par rapport à la norme, mais il faut bien qu'on arrive à la norme pour que ces dérives s'estompent. Les populations ne connaissent même pas ces normes. C'est ça, parce qu'il y a aussi cette information qui est retenue au niveau, à votre niveau. Non, non, non. Le ministre du Commerce ne cesse de déployer sur le terrain les agents qui vulgarisent, n'est-ce pas, les mercuriales, qui vulgarisent les prix homologués, ainsi de suite. Donc il faut simplement suivre ce que l'État donne comme indication. Et justement, si la régulation n'est pas le principe, c'est plutôt l'exception qui va devenir le principe et c'est dangereux. C'est pour cela qu'il faut lutter contre l'inflation. Le gouvernement s'emploie à le faire. On espère que cette fin d'année, les prix ne vont pas continuer à passer du simple au double. Je ne crois pas. Le ministre du Commerce est déterminé avec les pouvoirs publics et nous, autorités administratives, sur le terrain, nous représentons chaque ministre et puis nous n'aurons simplement qu'à faire exécuter ce que le gouvernement a prévu. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Bara-Dubois, nous allons parler du social et d'un aspect attendu tellement par les téléspectateurs, parler du social, mais nous allons parler cette fois-ci du foncier. Dans la région du littoral, c'est une situation qui intéresse beaucoup la presse nationale, je dirais même internationale ces derniers temps. Quelle est la situation du foncier dans votre région en ce moment? La situation du foncier, d'abord au niveau social, il faut comprendre que la région du littoral est très sollicitée en matière foncière. C'est une pression réelle. Et vous savez, le développement de la localité généralement passe par la maîtrise du foncier. Et de manière organisationnelle, les textes, n'est-ce pas, sont régis pour discipliner les uns et les autres. Vous savez que pour obtenir un titre foncier, vous allez suivre certaines règles. Pour obtenir une concession, vous allez suivre certaines règles. Pour obtenir un bail, vous suivez également une certaine procédure. Donc, cela dit, les règles qui sont appliquées au niveau de la région du littoral sont les mêmes règles que vous trouverez dans toutes les autres régions de la République. Mais les conflits, les litiges sont nombreux, prégnants. Donc c'est pour ça que je dis les litiges sont prégnants parce que les intérêts sont assez parfois divergents. Donc au moment où on veut par exemple urbaniser un secteur, on se heurte à des occupations. Alors vous voyez que pour faire une autoroute, vous allez traverser des villages, des maisons et autres, et des plantations. Et tout cela, il faudrait qu'on aille vers la réglementation. Et pour tout dire, on ne peut pas faire des œufs sans
On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Voilà. Donc, ça fera très mal, mais je vais dire globalement, comprenons que les litiges sont assez... On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Parlant des litiges, le PAD, le port autonome de Douala, a entrepris depuis quelque temps l'extension de son espace afin d'accroître davantage ses performances. En tant que PCA, que visait cette opération et quelles sont les mesures prises afin que les populations de Yupwe et Sengue ne payent pas seules les lots tribus? Mon cher ami Pem, en tant que PCA, je ne suis pas PCA du PAD. Donc, vous demanderez au PCA du PAD de répondre à cette question. Le PCA du PAD, c'est monsieur Che Jones. Voilà. Mais en tant que gouverneur, je suis... Et Sengue ne paye pas le lot tribut de cette situation. Non, je dis en tant que gouverneur, il faudrait d'abord se dire que je suis autorité administrative. Je représente le chef de l'État, je représente les membres du gouvernement et je veille sur la politique gouvernementale. Et nous accompagnons les entreprises publiques comme celle dont vous citez, le PAD, dans la réalisation des objectifs que se fixe le gouvernement. Alors, au niveau de l'espace portuaire dont vous parlez, nous accompagnons le PAD dans la réalisation de ces objectifs. Que faites-vous des populations? Alors, je voudrais dire que nous n'allons pas faire l'amalgame des choses. Le port a une délimitation que lui reconnaît l'État du Cameroun. Voilà. Donc, sur cet espace, pour parler d'abord du PAD, le seul port en Afrique, peut-être dans le monde, qui avait en son sein une poche de personnes qui n'ont rien à voir avec le port, c'est bien Douala. C'est un peu comme l'aéroport de Douala. À un certain moment, si les autorités ne réagissaient pas, le pool pétrolier et autres, les gens construiraient des maisons jusqu'au pavillon VIP. Tout simplement parce que on se dit, on a le Sissongo devant soi, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, l'habitat spontané est un mal social. Donc, ceux qui se retrouvaient dans Essengue est complètement à l'intérieur du port. Donc, il fallait bien que des personnes de cet endroit puissent décamper. Et c'est assez gênant que... Est-ce qu'on a trouvé une solution pour cette population? Le port autonome de Douala, je ne suis pas PCA, mais dans les infos que j'ai, est en train de faire des accompagnements pour ces populations qui ont été déplacées d'Essengue. Quant à la zone de Youp dont vous parlez, nous avons tenu plusieurs réunions avec le port pour que ce port soit sécurisé. En quelque sorte, que la barrière qui est en construction aille jusqu'au bout pour que ce soit un enclos bien fermé. Et tout port au monde qui se veut sérieux doit nécessairement être dans un enclos. Et vous voyez que depuis que cette barrière a été faite, les cas de vol de sacs de riz ont disparu à Douala. C'est quand même quelque chose qu'il faut, il faut souligner et encourager. Vous voyez un peu. Donc quand on le fait, c'est une bonne chose. Mais s'il faut que les gens se disent, bon, socialement, ne bousculez personne, bon, on vit comme ça. Et c'est les mêmes qui vous disent qu'on est en insécurité. Alors, ça devient quand même assez compliqué. Mais nous nous employons à amener les uns les autres à comprendre la nécessité de faire passer cette barrière. Cependant, on n'a pas dit qu'on va casser Yupwe, contrairement à Essengue qui a été nettoyé.
Monsieur le gouverneur, l'administration dont vous êtes le garant est dans une certaine mesure pointée du doigt dans les conflits, parfois même complices, des litiges de terrain dans la région du littoral qui est très convoitée par pas seulement les opérateurs économiques, les investisseurs, même des particuliers. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux de l'affaire Dicolo? La commission a-t-elle rendu sa copie ou c'est une affaire classée comme plusieurs autres affaires dans notre pays? Bon, permettez-moi déjà de dire que ce n'est pas sur un plateau de télévision que je dois rendre compte des travaux d'une commission. Ça, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que le gouverneur répondra à cette question. Ça sera devant une conférence de presse ou alors avec vos collaborateurs? Pas une affaire, je dirais quoi? Les litiges fonciers que les autorités traitent dans ce pays, sur quel plateau vont-ils rendre compte que s'agissant du terrain opposant tel et tel, voici ce qui a été décidé. S'agissant du terrain de tel et tel, voilà ce qui a été décidé. Mais puisque nous attendons le rapport de... Mais le rapport qui a été, la commission qui a été mise sur pied, elle était destinée à... Le compte rendu était destiné à qui? C'est pour ça, ce n'était pas au public. C'est pour ça donc que je dis, le rapport est destiné à qui de droit, qui devra trancher, et maintenant le public saura ce que ça veut dire. C'est un peu comme si vous me demandiez, il y a tel problème qui est en justice, on veut savoir quelle a tendance, qui a tort dans ceci ou cela. Non, laissez que le verdict soit donné. On va attendre le verdict. Peut-être vous enverrez une copie au niveau de la rédaction de Candice Télévision. On a aussi appris, monsieur le gouverneur, l'autorité portuaire annonce également l'extension de son espace et certains quartiers comme Newton Aéroport pourraient être affectés. Est-ce que cela ne devient pas finalement une mode qui pourrait mettre en mal le climat social dans la cité économique? Bon, là, c'est encore de la rumeur. Moi, je ne suis pas au fait de cette information. Non, pas du tout. C'est encore de la rumeur. On va parler de la culture en quelques mots seulement. Vous êtes le gouverneur de la région du littoral. La Miss Cameroun 2023 est originaire de la Sanaga-Maritime, dans la région du littoral. Déjà, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de joie, surtout que elle était passée par mes services pour demander conseil et j'en ai prodigué quelques-uns. Peut-être que parmi tant d'autres, ces éléments, n'est-ce pas, l'ont conduite à être au sommet de sa gloire. Est-ce que quelque chose est prévu pour la réception en grande pompe de cette reine de la beauté camerounaise 2023 dans la région du littoral? Laissez le littoral faire sa cuisine et on vous dira. Laissez le littoral faire sa cuisine et on vous dira. Avant de sortir de cet entretien, on va parler du sport, notamment de la Coupe du Monde. Avant de parler du sport, je ne peux pas partir de cet entretien en tant que journaliste. Quand un journaliste est attaqué, c'est tous les journalistes qui sont attaqués. Vous avez reçu récemment une correspondante de votre ministre de tutelle, M. Paul Atangandi, qui avait 4 points. Le premier point était de saisir le Conseil national de la communication. Le deuxième point était d'ouvrir une enquête judiciaire contre le nommé Autou, journaliste présentateur de l'émission sur Equinox Télévision. Les 2 autres points ne nous intéressent pas beaucoup plus. On voudrait savoir, monsieur le gouverneur, pourquoi votre tutelle ne s'est pas seulement limitée au niveau du Conseil national de la communication? Pourquoi ouvrir une enquête judiciaire dans une affaire que nous considérons qu'elle ne mérite pas être ouverte, partir au niveau de la justice? Vous parlez de quelle correspondance? La dernière correspondance datée du 11 novembre, signée du ministre de la Justice, destinée à monsieur le gouverneur de la région du littoral, de l'administration territoriale, monsieur Paul Atangandi, au gouverneur de la région du littoral. La lettre du ministre au gouverneur. La lettre du ministre au gouverneur n'est pas une lettre circulaire. Ce n'est pas un communiqué de presse. Ce n'est pas... Voilà, non, j'en viens. Je veux d'abord dire ce que c'est. Le MINAT s'est adressé au gouverneur du littoral. OK? Le gouverneur doit rendre compte au MINAT. Il m'a adressé une lettre. Je dois agir, je dois répondre au ministre. Je n'ai pas, comme vous le dites, je vois dans les réseaux sociaux, la lettre monte et descend.
Non, l'administration, ce n'est pas ça. Elle est déjà dans les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux doivent faire le travail de l'administration. Ce n'est pas nous, nous avons vous voyez qu'elle est dans les réseaux sociaux. Voilà. Ça veut dire que si ce n'est pas l'administration territoriale, ça veut dire que si ce n'est pas le ministère de l'administration territoriale qui a mis cette dette dans les réseaux sociaux, ça ne pourrait être que peut-être la région du littoral. Pas du tout. C'est pas la région du littoral. Pas du tout. Non, pas du tout. Je tiens à dire que le ministre, un membre du gouvernement, m'adresse une correspondance, ça me regarde. S'il fait une lettre circulaire à tous les gouverneurs ou autres, c'est autre chose, ça on diffuse partout. Donc, si on diffuse ma lettre, alors que moi je ne l'ai pas diffusée, je n'ai même pas à répondre de cela. Monsieur Pem, je souhaite que cette histoire ne soit pas à l'ordre du jour de notre entretien. Merci. Parce que les correspondances administratives, pour moi, je les traite administrativement, je ne les traite pas publiquement. Puisqu'elle est devenue publique, monsieur le gouverneur. Je dis, si elle est publique, je n'ai pas à répondre du public. Merci. Vous comprenez que vous n'allez pas voir ma correspondance en réaction à la lettre de mon ministre dans les réseaux. Vous la verrez nulle part. Sortons de cet entretien avec du sport. Le Cameroun, pays de Paul Biya, pays de Samuel Eto'o, pays de David Pem, est qualifié pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Et les Lions indomptables y sont déjà. Déjà, est-ce que vous croyez à cette équipe qui est au Qatar? Moi, je crois. Je crois à cette équipe. Malgré les polémiques qui sont autour? Non, les Lions indomptables nous ont habitués à beaucoup de clichés. D'abord, vous allez dire la manière de préparer cette échéance lorsqu'on remonte dans le temps. Lorsque le Cameroun ne rencontrait pas les grandes équipes, la phase préparatoire, on se plaignait, on criait, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je rappelle que les Lions ont fait une des plus brillantes prestations, partie du terrain de la Niété, à côté de chez nous, à Kribi, là-bas, de la Niété. Donc, c'est pour dire que nos Lions nous ont habitués à des surprises. Quand nous sommes tous confiants, c'est la catastrophe qui arrive. Quand nous y allons avec du doute ou autre, c'est des surprises agréables. Je voudrais me situer à ce niveau-là. Je sais que ces gars vont nous apporter quelque chose de sérieux. Le brillant président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, a annoncé que le Cameroun va jouer 7 matchs. Ça veut dire qu'on va arriver en finale ou alors jouer la 3e place. Est-ce que vous croyez à cette déclaration du président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o? Je crois à la bonne prestation des Lions. Le niveau où ils vont aller et s'arrêter dépend de Dieu, mais je crois à cette équipe. Vous pensez qu'il y a Dieu dans le football? Oui. Oh là là, oh là là, oh là là. Dieu existe. C'est vrai qu'il est pour tout le monde. Il est pour les 2 équipes. Mais je veux quand même dire que quand une équipe est acculée, quand une équipe est parfois au nid, mais il ne reste que Dieu pour la ressusciter. En tout cas, nous souhaitons bonne chance aux Lions indomptables. Nous souhaitons bonne chance au président de la Fédération camerounaise de football. Bonne chance au coach Rigobert Song-Bahanac. Dans la ville de Douala, qu'est-ce qui est prévu pour accompagner les Lions indomptables pendant cette période? Des bonnes choses, parce que à l'image de la CAN et même du CHAN, nos municipalités se sont toujours organisées à faire en sorte qu'il y ait des fan zones. Donc ces fan zones, je pense qu'elles risquent même d'être reconduites parce qu'il y en avait presque dans chaque arrondissement. Et c'est ce qui va nécessairement se passer. Et c'est aussi là l'objet de nos préoccupations pour la sécurisation des hommes
et des biens pendant cette période. Quelques fan zones dans la ville de Douala, le stade Cité Sicam, c'est depuis, c'est à partir du 20, le stade Cité Sicam, c'est une fan zone organisée par le village Eventify, la société Accent Média, du promoteur Jean-Belek Ndiamba, et autre fan zone dans la ville de Douala. Le Crystal Palace où nous nous trouvons en ce moment, vous pouvez aussi vivre ces matchs ici à travers leur écran géant. Il n'y a pas seulement le stade Cité Sicam ni l'hôtel Crystal Palace. Il y a plusieurs fan zones dans la ville de Douala, mais les plus grands fan zones cette année, c'est le stade Cité Sicam que nous invitons les populations de Douala à faire un tour. J'espère que le gouverneur de la région du Littoral, vous serez à l'ouverture de ces fan zones. Nous y serons. Nous y serons. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le gouverneur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir écouté attentivement cet entretien. Nous vous souhaitons de rester scotchés. Les programmes continuent sur la chaîne républicaine Camdist. Bon week-end et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.